En nombre de la Asamblea. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Evo Morales Ayma, président de l'État plurinational de Bolivie, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Muchas gracias. Merci. Chers frères présidents de l'Assemblée, je salue tous les présidents, les délégations rassemblées à l'Assemblée des Nations unies. Je me félicite de pouvoir être ici pour, au nom de mon peuple, vous dire ce que nous ressentons, ce que nous connaissons, ce que nous faisons en Bolivie. Comme tout le monde l'a dit, voilà 70 ans que les Nations unies ont été fondées. Il y a 70 ans, comme ils l'ont dit, l'on a fondé les Nations unies pour parvenir à la paix après les guerres mondiales. Il est important de procéder à une évaluation économique, politique, sociale, culturelle et environnementale. Alors que les Nations unies fêtent leur 70e anniversaire, qu'ont fait les Nations unies? « 70 ans plus tard, il y a encore des guerres. 70 ans plus tard, il y a encore des invasions. Et quelle est l'origine de ces invasions, de ces guerres sur certains continents? L'ambition de quelques régions, de quelques nations, les politiques visant à concentrer le capital entre quelques mains, des pays dirigés par les oligarchies avec le soutien des multinationales. Et donc, 70 ans après la fondation des Nations unies, l'on n'a pas atteint les objectifs de paix et de stabilité dans le monde. Ce matin, nous avons entendu plusieurs interventions. Le président Obama, d'autres présidents d'autres continents ont tous dit « Nous voulons la paix ». Mais je puis vous dire, mes frères, mes sœurs, et je le dis au peuple du monde, il n'y aura pas de paix sans justice sociale. Ils ont critiqué le terrorisme des groupes armés sur les différents continents, alors que certaines puissances cherchent à savoir comment régler ces problèmes. J'ai entendu des interventions qui condamnent les mouvements sociaux et qui prennent les mouvements sociaux pour des terroristes. Moi, je viens d'un mouvement social, je viens du mouvement autochtone, et les mouvements sociaux ne sont pas terroristes. Nous contribuons à la paix sociale, ce qui débouche sur l'égalité, la dignité, la justice. Et je puis également vous dire qu'au cours de 70 années, certains défendent encore le capitalisme. Moi, je puis vous dire que le capitalisme a échoué. C'est un modèle qui a échoué. Depuis ce matin, tout le monde nous parle de la crise humanitaire, la crise financière, énergétique, alimentaire. J'ai entendu plusieurs interventions. La moitié des habitants de la planète souffrent de famine. Des milliards et des milliards de ressources économiques qui viennent détruire la terre nourricière, qu'on appelle en Occident la planète Terre. Ils veulent réduire
le réchauffement climatique avec 100 milliards de dollars. Savez-vous combien d'argent est gaspillé pour détruire la planète? Combien de milliards sont gaspillés pour envahir des pays? J'ai écouté avec attention les propos de mon frère Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et qui déplorait ce que traversait le peuple libyen et syrien. À cause de qui ces peuples libyens et syriens vivent si mal? N'oublions pas que le gouvernement des États-Unis a fait tomber Kadhafi et aujourd'hui, il parlait de tyran. L'opération militaire de l'OTAN visait peut-être le président de l'époque, mais l'objectif n'était pas vraiment M. Kadhafi. Le vrai objectif, c'était le pétrole libyen. Posez-vous la question, mesdames et messieurs, à qui appartient le pétrole libyen? Est-ce qu'il appartient au peuple libyen, à l'État libyen, ou finalement à quelques transnationales nord-américaines et européennes? Imaginez un peu. Ils utilisent de faux prétextes pour intervenir. Et maintenant, pauvre peuple libyen détruit. À ce moment-là, il ne nous intéresse plus du tout, dès lors que les ressources économiques ou les ressources naturelles sont d'ores et déjà entre les mains des multinationales. Ça, c'est le capitalisme. Je pourrais vous parler de tous les pays envahis avant la fondation des Nations Unies, dans les Andes ou après. On pourrait encore parler de la Syrie. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, ici présents de par le monde, nous sommes convaincus que le capitalisme n'est pas la solution pour la vie, encore moins pour l'humanité. Parfois, l'on nous fait le reproche en tant que présidente de ne pas dire la vérité, de ne pas dire ce qui se passe vraiment dans le monde. Moi, je puis vous dire, mesdames et messieurs, alors que certains croient mieux vivre, avec cette politique, on ne pourra jamais régler les problèmes sociaux ni les questions humanitaires. Le bien vivre, comme le disait également notre frère le président de l'Équateur, le bien vivre, c'est la synthèse du socialisme communautaire. Le mieux vivre, c'est la synthèse du capitalisme. Il y a une très nette différence. Dans le bien vivre, je puis vous dire, mes frères et sœurs, c'est vivre dans la solidarité, dans la complémentarité, en solidarité avec l'être humain, mais en harmonie également avec la terre nourricière. Pour nous, issus des mouvements sociaux, notamment autochtones, c'est la terre nourricière, la mère terre. Nous sommes convaincus que l'être humain ne pourra pas vivre sans la terre nourricière, et la terre nourricière peut mieux vivre sans l'être humain. Je tiens également à vous dire, et certains ne comprendront peut-être pas, mais dans cette façon de vivre, les services fondamentaux ne peuvent pas être privés. Ça, c'est l'expérience que nous avons faite en Bolivie. Les services fondamentaux ont également été privatisés. L'eau privatisée, énergie privatisée, éclairage privatisé, télécommunications privatisées. Et en vertu de la Constitution, nous sommes convenus que les services fondamentaux étaient un droit de l'homme et ne pouvaient jamais être privatisés parce que la vie en dépend. Je tiens également à vous dire qu'avec cette façon de bien vivre, nous sommes convaincus que les ressources naturelles ne pourront jamais être entre les mains d'étrangers ou de transnationales. Je tiens à vous faire part d'une expérience. Après que le gouvernement a entendu l'appel du peuple le 1er mai 2006 pour rendre hommage aux travailleurs, nous avons nationalisé les hydrocarbures. Nous avons récupéré cette ressource naturelle. Nous avons dit pendant la campagne
Il ne peut y avoir ici ni de propriétaires, ni de patrons, peut-être juste des associés. Une donnée. Avant l'arrivée du gouvernement, c'était 3 millions de dollars de rente pétrolière. Depuis que nous avons modifié la loi, depuis que nous avons nationalisé, l'année derrière, notre rente pétrolière a atteint plus de 5 000 millions de dollars. Imaginez seulement les montants qui nous ont été volés en Bolivie. Des millions de dollars pour un pays qui compte 10 millions d'habitants. Ce sont là des ressources économiques essentielles à la libération économique. Et voilà pourquoi nous sommes absolument convaincus que les ressources naturelles doivent appartenir au peuple sous l'administration de l'État. C'est l'expérience que nous avons faite et voilà comment nous nous sommes libérés économiquement. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous ne croyons pas dans le capitalisme. Pourquoi intervenir dans un autre pays? Pour prendre possession de ces ressources naturelles et pour après continuer d'accumuler le capital entre quelques mains. Deuxièmement, je tiens également à présent à vous dire que nous avons une lourde responsabilité à assumer en décembre de cette année à Paris, en France, sur cette question de l'environnement. En tant que président, il est important de transmettre les propositions de nos peuples. Selon moi, il faut consulter mes frères et sœurs en Bolivie. Il faut adopter des politiques, des programmes et des projets permettant d'assainir la terre nourricière ou la planète Terre, comme l'appelle l'Occident. Si nous n'assumons pas cette responsabilité de sauver la terre nourricière, nous serons responsables pour les générations à venir. Je tiens à vous faire part de mon expérience personnelle. Veuillez m'excuser de tant parler de moi. Mais quand je me rends à l'intérieur du pays, en Bolivie, mes frères et sœurs ne savent même plus quand c'est le printemps, quand c'est l'été, quand c'est l'automne. Un matin, mes compagnons des tropiques m'appellent à 1h, 2h du matin et me disent « Président, qu'est-ce que tu fais ?» Je suis dans le lit. Ils me disent « Président, qu'est-ce que tu fais ?» Et ils me disent « Nous sommes en train de quitter la maison pour aller vers le fleuve. » Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud, il fait tellement chaud qu'on n'arrive pas à dormir. Mais évidemment, on n'a pas encore de douche. Et ils partent en famille à ces heures indues vers le fleuve pour se protéger de ces températures. Et ça, c'est avec moins d'un degré de hausse de température. Quand sera-t-il si l'on arrive à 2 degrés de hausse de température? Selon certains experts, si l'on ne met pas un terme à ce réchauffement, d'ici 2030, on pourrait voir une hausse de température de 4 ou 5 degrés. Chers frères, chères sœurs, les générations futures vont devenir anti-impérialistes, anti-capitalisme, parce que c'est là l'héritage du capitalisme. Et maintenant, le Nord nous dit que nous sommes de simples gardes forestiers et le Nord ne veut pas assumer ses responsabilités vis-à-vis des pays en développement. Donc c'est également là une responsabilité que nous devons assumer. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, à Paris, nous devons arriver avec un sens des responsabilités. Comment sauver la terre nourricière? Nous invitons les personnes présentes en tant que Bolivie. Nous allons organiser une manifestation internationale des mouvements sociaux du monde entier qui aura lieu les 10, 11, 12 octobre, la semaine prochaine. Nous vous invitons à participer. Nous vous invitons à apporter des propositions. Il faut savoir ce que pensent les peuples. Il ne faut pas dépendre uniquement des initiatives de l'Empire d'Amérique du Nord ou des multinationales, parce que
À rien ne sert de brandir des politiques extérieures. Ce matin, j'ai entendu deux interventions très intéressantes et très différentes du président Obama et du président de la Chine. Le président Obama, pour garantir la sécurité de son État et des alliés, que nous disait-il? Et pour lutter contre le terrorisme, que nous disait-il? Il disait qu'il nous offrait la guerre et l'intervention. Et le président de la Chine, qu'est-ce qu'il nous offrait? Aide et coopération. Ce n'est pas un État expansionniste. Nous, mouvements sociaux, nous sommes des mouvements qui misons sur l'unité pour parvenir à la libération, l'intégration pour parvenir à la libération et non pas des politiques d'invasion pour dominer. Il y a de fortes différences et je salue les propos du président de la Chine qui nous offre son aide, sa coopération. Nous saluons le sens de la direction de ce pays, mais nous savons également par les médias, je pense que les États-Unis ont une lourde dette vis-à-vis de la Chine si la presse ne ment pas. Il faut que cesse cette volonté de dominer les peuples du monde. Il y a une question qui est en débat ce matin. L'on parlait des modes de démocratie. Moi, je vous dirais qu'il y a deux types de démocratie. Démocratie des peuples et démocratie des multinationales. Démocratie des mouvements sociaux, parce que chez nous, les mouvements sociaux sont organisés. Et en quoi consiste cette démocratie des mouvements sociaux? Ce n'est pas seulement une démocratie participative ou représentative. Dans mon expérience de dirigeant syndical, avant syndicaliste, aujourd'hui président, nous avons toujours pris des décisions avec les dirigeants, même s'il y a certaines différences. Certains secteurs sont très ambitieux, même dans leurs exigences. Non seulement elles sont inaccessibles, elles ne sont pas appropriées, mais ensemble, l'on présente des politiques, l'on présente des programmes. Nos responsabilités, c'est de répondre à ces propositions sociales, de répondre à ces exigences. Mais dans d'autres démocraties, soi-disant représentatives, le vote s'achève le jour des élections. Donc soyons sincères, mes frères, mes sœurs, présidents, délégués, ministres ici présents. Celui qui gouverne, ce n'est pas le président Obama, ce sont les banquiers, les entrepreneurs, les multinationales. De quel type de démocratie parlons-nous alors? Tromper le peuple qui vote pour après ne pas gouverner? J'ai entendu dans les médias qu'un candidat disait « Moi, je finance tout, les républicains, les démocrates. C'est moi qui commande. » Ça, c'est pas une démocratie. Ça, c'est le capitalisme. Et c'est là que se pose le grave problème de l'humanité. Et voilà pourquoi nous en sommes convaincus. Si nous voulons éradiquer la pauvreté, il faut éradiquer le système capitaliste. Il n'y a pas d'autre voie, mes frères et mes sœurs. Et pas seulement ça. Ça va plus loin. J'en suis convaincue, ce nouveau millénaire doit être le millénaire des peuples. Et ce ne sont pas ni les monarchies, ni les hiérarchies. Bon, les monarchies, nous les respectons, bien entendu, mais ça ne peut pas être des monarchies européennes pour l'Amérique latine. Ça doit cesser. Ce n'est plus l'époque. Ce n'est pas l'époque des oligarchies. Ce n'est pas non plus l'époque d'anarchie financière, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons pour obligation, ensemble, de lutter contre ce problème. Imaginez, 70 ans après la fondation des Nations Unies, s'il n'y a pas de coup d'État militaire, il y a maintenant des coups d'État tout en douceur. On parle d'espionnage
l'on arrête des avions présidentiels. Dans quelle époque vivons-nous? Il y a désormais des bases militaires. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, franchement, moi, je ne souscris pas à ces politiques. Et je ne sais pas. Les dissidents incarcérés disaient l'on ne peut pas emprisonner les idées. Tant de terroristes, de délinquants, de criminels, de présidents qui ont violé les droits de l'homme après avoir tué des présidents corrompus viennent après aux États-Unis. L'on veut lutter contre le terrorisme, la criminalité, les trafiquants de drogue, parce que ce sont des trafiquants de drogue corrompus qui ont violé les droits de l'homme, expulsés des États-Unis, jugés dans leur pays. Moi, je ne peux pas comprendre, c'est un cimetière de corrompus. Nous respectons les États-Unis, mais voilà ce qui se passe. L'on exerce des pressions sur des autorités, sur des gouvernements qui souscrivent à l'impérialisme et au capitalisme. Mes frères, mes sœurs, je voulais également saisir cette occasion pour évoquer une question grave qui n'a pas été abordée par les présidents, par tous les présidents, la question de la migration. L'on présente les migrants comme des criminels, on expulse les migrants. Je puis vous parler en tant qu'habitant des Amériques. Il y a 500 ans, les Européens nous ont envahis. Est-ce que nous, on a dit qu'ils étaient criminels alors qu'ils ont pillé nos ressources naturelles, qu'ils ont décimé les peuples autochtones? Il n'y a jamais eu de programme pour les expulser, eux. Et maintenant que quelques frères quittent l'Amérique latine pour se rendre en Europe ou aux États-Unis pour aller travailler, ils sont jugés comme des criminels, ils sont persécutés. Vous savez, mes frères, mes sœurs, dans le capitalisme, l'argent a ses paradis fiscaux. Et les êtres humains connaissent l'enfer de la misère, expulsion des migrants. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je veux vous le dire, nous proposons de travailler tous ensemble pour créer une citoyenneté universelle. Nous avons tous le droit de vivre où que ce soit dans le monde. La mondialisation ne vaut pas uniquement pour le commerce, pour l'argent. La mondialisation doit valoir pour tous les êtres humains sur cette terre. Et nos frères migrants ne peuvent jamais être expulsés. En Bolivie, on ne les expulse pas. Les entreprises, à présent, ne sont ni propriétaires ni associées. Elles prestent des services désormais en Bolivie. Mes frères, mes sœurs, une question très importante, le trafic de drogue, toujours lié au capitalisme. Nous avons nationalisé en coopération avec les pays d'Amérique latine. Nous avons nationaliser la lutte contre le trafic de drogue. Dans les données, il est important de connaître les données des Nations Unies. Le trafic de drogue a été géré selon les intérêts géopolitiques. J'ai examiné les données des Nations Unies. Examinez-les. Voyez les pays d'Amérique latine. Voyez les pays d'autres continents où il y a des bases militaires, où l'on investit des milliards de dollars. Quels sont les résultats inexistants, voire une augmentation du trafic de drogue? Et là où nous avons nationalisé la lutte contre le trafic de drogue, et en Bolivie, la situation s'est améliorée sans base militaire, sans l'aide des États-Unis, sans les ressources économiques qui, du fait de la responsabilité partagée, devraient être fournies par les États-Unis. Nous ne les réclamons
pas, même si je salue la contribution de l'Europe dans la sortie de conditions qui voit le succès de notre lutte contre les stupéfiants. Je puis une fois de plus dire aux pays avec des gouvernements anti-impérialistes, on nous accuse de ne pas respecter les normes ou nous-mêmes d'être des trafiquants de drogue dans les pays. Les gouvernements sont pro-impérialistes, pro-capitalistes, où c'est développer le trafic de drogue. Les félicite de leurs efforts. Mais quel mensonge! Je vous demande d'examiner les données, penchez-vous sur les données des Nations Unies sur la lutte contre le trafic de drogue. Heureusement, d'autres pays ont bien compris les résultats que nous avons obtenus en Bolivie. Et l'on parle actuellement du modèle de lutte contre le trafic de drogue en Bolivie. On n'a jamais dit qu'on allait éradiquer la feuille de coca, mais on ne permet pas non plus une libre culture de la coca. Si on avait davantage de technologie, la situation serait bien meilleure qu'actuellement. Sachez-le, les anciens gouvernements m'ont laissé plus de 30 000 hectares de coca. Et cette année, sans que le moindre paysan ne meure, nous sommes parvenus à 20 400 hectares de coca. Sachez, connaissez ces données des Nations Unies. Voyez les données des différents pays du monde. Mes sœurs, mes frères, je me fais l'écho de nombreux présidents pour saluer l'accord entre Cuba et les États-Unis pour nouer des relations diplomatiques. Mais j'ai un souvenir que je souhaiterais partager avec vous. J'espère que je ne vous fatigue pas. Quand j'ai pris mes fonctions de président, la visite de l'ambassadeur des États-Unis, quand il y avait encore l'ambassadeur, et il m'a donné des instructions. Président Evo, vous ne pouvez pas avoir de relations diplomatiques ni avec Cuba, ni avec le Venezuela, ni avec l'Iran. Très bien. Arrive un groupe de parlementaires des États-Unis et qui me disent « Président, vous ne pouvez pas avoir de relation avec les 3 pays susmentionnés. » Bien entendu, j'ai balayé ça d'un revers de la main et j'ai dit « Si nous avions des ressources économiques, on aura des ambassades dans le monde entier. Personne ne va m'interdire à moi d'avoir des relations diplomatiques ou de ne pas en avoir avec tel ou tel pays. » Depuis, je n'ai jamais accepté les instructions des États-Unis m'autorisant ou non à avoir des relations diplomatiques avec Cuba ou l'Iran. Alors, je félicite maintenant les États-Unis d'avoir des relations diplomatiques avec l'Iran et Cuba. Il ne manque plus que le Venezuela. On peut espérer que bientôt, ils auront des relations diplomatiques avec le Venezuela. Non seulement il faut ces relations diplomatiques, ces échanges d'ambassadeurs, mais le peuple bolivien espère sincèrement que les États-Unis rendent Guantánamo à Cuba, que une fois pour toutes cesse l'embargo. Le président Obama, ce matin, s'est engagé à lever l'embargo et nous espérons qu'il joindra le geste à la parole. Deuxièmement, le président Castro l'a très bien dit, la CELAC. Nous avons déclaré une région de paix. Il y a peut-être un petit problème en Colombie, les FARC. Heureusement, grâce au soutien, grâce à la médiation cubaine, nous avons appris avec grande joie qu'il y avait un préaccord entre les FARC et le gouvernement colombien. Nous saluons l'effort, la patience du président Santos de parvenir à un accord. Mais je tiens à dire aux compagnons des FARC nous ne faisons plus des révolutions avec des balles. L'on fait une révolution désormais démocratiquement par des votes et par des idées et l'on peut changer la situation sociale, la situation économique
sur notre continent, mais d'autres continents également. Lorsque des groupes, des pans de la société ont raison et luttent pour la dignité et la souveraineté, les peuples soutiennent cette lutte, cette proposition pour parvenir à la libération et nous saluons cet accord. Il y a sur d'autres continents une autre question, la question des Malvinas. Et je puis vous dire, mes sœurs et frères, avec l'indulgence de l'Argentine, les Malvinas ne sont pas à Argentine, elles sont d'Amérique latine. Il y a des milliers de kilomètres. Comment est-ce que de si loin elles viendraient contrôler une île qui est juste à côté de notre continent? Que cela cesse. Et nous en appelons à votre compréhension. Et pour régler ce type de problème qui subsiste encore, il reste encore une question en souffrance. Et je salue d'ailleurs notre frère du Chili qui me filme et qui suit cette intervention. Bonjour, mon frère du Chili. Il y a 136 années, et ce n'était pas la faute du peuple chilien, un groupe d'oligarques, avec le soutien des multinationales anglaises, nous envahit pour des raisons économiques. Simplement pour vous rafraîchir la mémoire. L'invasion a eu lieu le 14 février 1879. Un mois d'invasion jusqu'au 23 mars. Je ne vais pas m'attarder sur la question, mais après tant de propositions, je déplore que la situation n'ait pu être réglée. Voilà pourquoi nous avons saisi la Cour pénale internationale à La Haye, à une institution de justice, parce que la Bolivie est un pays pacifique en vertu de sa constitution. Nous n'avons pas une mentalité qui nous rend clins à l'expansion, à l'invasion de nos voisins. Voilà pourquoi nous avons saisi cette juridiction. Malheureusement, certains au Chili, pas tous, mais certains disaient qu'il n'y avait aucune affaire en souffrance avec la Bolivie. Récemment, il a été dit qu'il y avait une question en souffrance sur notre continent et La Haye s'est jugée compétente pour connaître de l'affaire entre le Chili et la Bolivie, une question en souffrance. Et la Bolivie, avec humilité, simplicité et dignité, a accueilli cette décision, puisque la plus haute instance qui rend la justice dans le monde, qui a été créée par les Nations Unies, a reconnu qu'il y avait là une question en souffrance. Et là, je m'adresse à mes frères chiliens et au peuple chilien. Nous ne voulons pas, il n'y a pas ici de gagnants ou de perdants. Nous voulons régler par le dialogue cette question dans l'intérêt des peuples. Voilà notre souhait en tant que Bolivie. Il ne s'agit pas de faire du mal à qui que ce soit. Nous sommes deux voisins, deux frères. Comment pourrions-nous nous affronter? Nous voulons simplement parvenir à régler le problème et je me félicite du soutien de tous. Je comprends parfaitement bien cette grande solidarité des ex-présidents, gouvernements, mouvements sociaux, institutions. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, avait dit tout son soutien, avait dit il faut régler cette question. Pas uniquement le pape François, Jean-Paul II lui-même avait soutenu 4 anciens présidents des États-Unis. 3 premiers prix Nobel de la paix avaient dit qu'il fallait régler cette question de l'accès à la mer. Ce n'est pas une revendication, c'est notre droit et au tard. En vertu de la justice, nous aurons à nouveau accès au Pacifique en toute souveraineté. Nous espérons que ce sera grâce à un dialogue concerté dans l'intérêt de nos peuples. Mes frères, mes sœurs, en conclusion, je salue
le travail des Nations Unies. Il y a 2 semaines, les médias nous ont appris qu'ici, les ambassadeurs, les délégués, les représentants des gouvernements du monde entier avaient approuvé les principes régissant le mouvement autochtone andin Amasuya, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être oisif, ne pas être paresseux. Mes sœurs, mes frères, je puis vous dire que ces valeurs, elles viennent de ma famille. Elles viennent de ma famille. En tant que vice-président, président, on applique ces valeurs. Et voilà pourquoi la Bolivie a beaucoup changé. Nous sommes arrivés au gouvernement lorsque la Bolivie était l'avant-dernier pays du continent, le dernier pays d'Amérique du Sud. Et grâce à la lutte du peuple bolivien, grâce aux mouvements sociaux, grâce à notre programme, nous ne sommes plus un petit pays mal vu comme avant. Grâce aux politiques que j'ai évoquées rapidement. Et voilà pourquoi ces valeurs, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être oisif, doivent devenir une norme. Les valeurs permettant une gestion transparente, une gestion honnête au service des autres peuples du monde. Au nom du mouvement autochtone de Bolivie et de la région andine, je vous remercie d'avoir adopté ces normes du peuple autochtone approuvées donc par les Nations Unies. Je tiens également à saisir cette occasion pour saluer le travail conjoint effectué avec l'Argentine et le groupe des 77 et l'Assemblée générale pour approuver les principes de restructuration de la dette souveraine et les limites devant être imposées à la voracité transnationale des fonds vautours, une façon supplémentaire d'étrangler, de soumettre les économies des peuples souverains que nous rejetons catégoriquement. Il s'agit ici de défendre la souveraineté économique des différents pays. Enfin, mes sœurs, mes frères, je tiens à remercier de ces messages le pape François. Ma maman est coupable. Elle m'a élevée dans le catholicisme. Et moi, j'ai grandi dans l'Église catholique et j'étais déçue de l'Église catholique. Et avec ce frère pape, le frère pape qui remet en cause le capitalisme, et qui demande à ce que l'on ne se soumette pas au Dieu argent, eh bien là, je suis beaucoup plus catholique. J'ai retrouvé mon moral. Vraiment, je salue ce message de paix envoyé par notre frère, le pape François. Je vous le dis, maintenant j'ai un pape, mais je puis également vous dire, mes sœurs et mes frères, le pape François, grâce aux messes, cérémonies religieuses, nous bénit mais il respire, il vit et nous nous devons de défendre et de protéger le pape François. Je vous remercie mes sœurs, je vous remercie mes frères. En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia la declaración que acaba de formular y con... Au nom de l'Assemblée générale, je remercie son Excellence, le président de l'État plurinational de Bolivie, de la déclaration qu'il vient de prononcer. J'invite les représentants à rester assis pendant que nous prenons congé du président.